La scène frappe d'emblée. Un pays en guerre avancée où les villages disparaissent enfin, encore chaque mois. Dans un contexte où nombre de dirigeants se tiennent à distance, la présence directe sur le terrain, gestes répétés, écoute des soldats, partage des risques, crée un contraste qui interroge la manière dont le pouvoir se manifeste en pleine crise. Pourquoi ce choix, porté notamment par Ibrahim Traoré, reconfigure-t-il la compréhension actuelle du leadership dans un environnement aussi instable? Un horizon différent s'ouvre, bref mais décisif. Dans la continuité du contraste initial, une promesse centrale se dessine: comprendre comment un leadership vécu au plus près du terrain peut infléchir la trajectoire d'un pays fragilisé par des attaques répétées. Le bénéfice attendu, restaurer une cohésion durable entre pouvoir, soldats et civils, constitue un enjeu décisif dans un contexte où chaque décision publique pèse autant qu'une vie sauvée. Cette approche, fondée sur la solidarité concrète plutôt que sur des principes abstraits, remet en question les réflexes habituels d'exercice du pouvoir. Elle exige présence, écoute, constance et expose directement ceux qui l'assument au même risque que les unités avancées. Un micro-hook apparaît ici. Si une reconstruction peut réellement émerger depuis les positions isolées du Sahel, alors l'effet sur l'armée, les familles endeuillées et une société épuisée pourrait dépasser la logique militaire pour devenir un levier de stabilisation collective. L'enjeu, dès lors, n'est plus seulement tactique, il devient structurel, car il interroge la capacité d'un État à se réancrer lorsqu'un fossé s'est creusé entre institutions et terrain. À mesure que la dynamique se précise, une figure joue un rôle déterminant dans la compréhension du terrain, celle du soldat en première ligne, dont l'expérience quotidienne devient la boussole permettant de lire l'évolution du conflit. Dans les postes reculés, loin des centres décisionnels, ces hommes racontent des nuits entières passées à surveiller des axes vulnérables, des positions isolées où chaque déplacement s'exige une vigilance extrême, et des semaines où l'incertitude semble peser plus lourd que les armes et les... Ce sont eux qui perçoivent en temps premier les variations du moral, les signes discrets de cohésion retrouvée, les moments où une simple présence extérieure suffit à réactiver un sentiment d'utilité ou de reconnaissance. Un premier cas l'illustre nettement. Dans un camp du Sahel, des soldats épuisés décrivent comment une écoute patiente, sans discours, sans protocole, a ravivé l'idée qu'ils n'étaient plus seuls face à la pression constante des attaques. Un second cas, observé dans un centre de rééducation, montre comment l'attention portée aux blessés transforme la perception du commandement. Pour ceux qui se croyaient relégués à l'arrière-plan, la considération reçue devient un moteur de reconstruction psychologique. De ces deux scènes émerge une certitude. Lorsqu'une présence concrète s'articule à des gestes mesurés, l'effet dépasse les individus pour toucher l'ensemble des unités environnantes. Ainsi, la logique s'impose. La cohésion se réactive d'abord à petite échelle, puis se propage, en silence, du groupe restreint vers le collectif plus large. Tout commence par un déclencheur brutal. Les attaques se multiplient, les villages s'effacent, les axes stratégiques deviennent des corridors sous tension. L'armée, fragmentée, lutte pour maintenir des positions impossibles. Les familles, livrées à elles-mêmes, glissent vers une incertitude totale. Le pays vacille encore et encore. Dans cette atmosphère suffocante, un geste inattendu surgit. Ibrahim Traoré se rend directement sur le terrain, sans protocole, sans annonce préalable, sans cette distance que d'autres pouvoirs jugent nécessaire pour se protéger. À ce stade, le déclencheur trouve alors son répondant humain, se présente comme une transition naturelle du récit. Le front n'est plus une abstraction lointaine. Il devient un lieu où le commandement se présente à hauteur d'homme dans la poussière, sous la chaleur,
au milieu de ces unités qui n'avaient plus vu de figure d'autorité briser l'isolement depuis des mois. Cette apparition agit comme un choc, brutal, net. Les soldats comprennent que la hiérarchie n'est plus confinée dans des bureaux éloignés. Ils perçoivent immédiatement que leurs pertes, leur fatigue, leur veille interminable trouvent enfin une reconnaissance concrète. Ce premier mouvement enclenche un réajustement. La présence physique du plus haut niveau casse la verticalité usée, rouvre des canaux d'échange que le conflit avait étouffés. À ce stade, la montée vers le chaos se construit ainsi par couches rapides, se présente comme une transition naturelle du récit. La mise en place du Fonds de solidarité nationale amplifie la rupture. Une promesse d'abord, puis une exécution méthodique. Les veuves commencent à recevoir des aides régulières. Les orphelins accèdent à des écoles. Les blessés trouvent des centres spécialisés où la rééducation n'est plus un geste symbolique, mais une démarche suivie, presque chirurgicale dans son organisation. Les anciens combattants, longtemps laissés en marge, obtiennent des formations, des outils, des primes ciblées pour relancer une activité. L'armée sent la bascule. Les défections diminuent. Les jeunes s'engagent davantage. Les unités isolées retrouvent un souffle inattendu. Le moral, longtemps rongé par la lassitude, se redresse progressivement. La cohésion se renforce dans un mouvement silencieux mais constant. À ce stade, le Tao Trao atteint son sommet lorsque l'ensemble des mesures sociales convergent vers un même point de densité. La réhabilitation humaine devient l'axe principal de la stratégie, se présente comme une transition naturelle du récit. Aucune modernisation matérielle n'opère ici. Pas encore. Mais la transformation morale, elle, devient tangible. Elle circule d'un groupe à l'autre. Elle façonne un nouveau rapport entre les soldats, leurs familles et l'État. À ce stade, vient alors la Duchamp, les ondes qui se déploient plus loin, plus lentement, mais avec une portée durable, se présentent comme une transition naturelle du récit. Dans les villages, les habitants observent des signes de continuité. Aides versées, anciens combattants réinsérés, blessés, enfin suivis. Dans les marchés, dans les écoles, dans les quartiers reculés, cette cohérence nouvelle crée un relief différent. Les critiques demeurent, bien sûr, mais elles se heurtent désormais à des preuves visibles. La population perçoit un État qui agit et non qui se contente de commenter le conflit. À ce stade, ainsi, la séquence entière, déclencheur, Tsao Trao, Duchamp, révèle une logique persistante. Lorsque la proximité devient un outil de commandement, les structures fragilisées trouvent un appui nouveau pour se réorganiser, se présentent comme une transition naturelle du récit. Et dans ce mouvement, la présence répétée d'Ibrahim Traoré reste le vecteur qui relie le terrain dispersé à une volonté centrale redevenue active. Pour mesurer l'effet concret des transformations engagées, il faut partir d'un point de référence clair, un baseline marqué par l'abandon structurel des familles, la fragmentation des unités et l'absence de dispositifs capables de stabiliser les trajectoires brisées par le conflit. Ce niveau zéro, perceptible avant 2022, se caractérisait par une rupture profonde entre soldats, institutions et civils, rupture dont les conséquences s'étendaient bien au-delà du front militaire. Le delta observé ensuite permet d'apprécier l'ampleur des réajustements produits par les mesures sociales et les gestes de proximité, sans toutefois prétendre à un tableau exhaustif. La première métrique concerne les familles de militaires. Plus de 10 000 foyers ont reçu un soutien mensuel après la création du Fonds de solidarité. Cette progression traduit un déplacement d'un système où les veuves vivaient sans filet de sécurité vers un dispositif assurant une stabilité minimale.
L'effectivité de ces aides régulières redéfinit la confiance entre les soldats et l'État, car elle garantit que les sacrifices consentis ne laisseront plus leurs proches dans un vide économique total. Chaque versement agit comme une preuve répétée que la chaîne de solidarité a changé d'échelle. La deuxième métrique touche aux enfants. Plus de 5 000 orphelins ont été scolarisés grâce au programme dédié. Dans un pays où les attaques désorganisent les structures éducatives, cette progression constitue un renversement majeur. Elle transforme une fragilité chronique en une perspective durable, offrant à ces enfants une continuité que la guerre avait presque effacée. Chaque inscription scolaire devient un acte concret montrant que l'État prend désormais en charge les conséquences humaines du conflit. La troisième métrique concerne la réinsertion. Près de 1500 anciens combattants ont pu créer une entreprise après leur démobilisation. Ce mouvement marque un delta double économique et social, revenus stabilisés d'un côté, réintégration communautaire de l'autre. Là où la sortie de l'armée signifiait autrefois isolement, chômage et absence de solution, cette nouvelle dynamique ouvre des trajectoires viables dans l'agriculture, la mécanique ou l'artisanat. Ces entreprises locales deviennent des points d'ancrage permettant de retisser un tissu social affaibli par des années de conflit. Pris ensemble, ces trois chiffres constituent des jalons essentiels. Ils ne reflètent pas l'ensemble de la transformation, mais ils en montrent les lignes porteuses. Stabilisation des foyers, protection éducative durable et réinsertion économique structurée. Leur effet combiné produit une chaîne d'amélioration qui dépasse chaque catégorie prise isolément. La continuité des aides crée une base matérielle stable, la scolarisation ouvre des horizons sur plusieurs années, la réinsertion professionnelle recompose les liens entre civils, anciens combattants et institutions locales. Sur le terrain, ces deltas se traduisent par des comportements collectifs. Les unités, voyant les mesures appliquées sans délai, renforcent leur cohésion interne, car elles perçoivent une concordance entre les engagements publics et les résultats visibles. Les familles n'ont plus le sentiment d'être exclues du récit national. Elles redeviennent actrices d'un système qui les reconnaît. Les communautés locales, bénéficiaires indirectes des nouvelles activités économiques et de la stabilisation sociale, voient apparaître un mieux-être fondé sur des gestes concrets plutôt que sur des discours. Ainsi, les données disponibles, limitées mais structurantes, montrent comment un ensemble d'actions ciblées peut modifier progressivement la relation entre l'armée, l'État et la population. Ce n'est pas une révolution spectaculaire, c'est une reconstruction lente, soutenue par des preuves mesurables et par un mouvement humain qui s'étend de proche en proche, du foyer isolé vers l'espace national. Deux thèses structurent aujourd'hui le débat sur la manière d'affronter un conflit mouvant, où les lignes se redessinent sans répit et où les institutions cherchent un équilibre entre urgence militaire et reconstruction sociale. La première thèse, portée par une partie des élites politiques et par plusieurs segments de la hiérarchie militaire, affirme que seul un investissement massif dans l'équipement moderne permettrait d'obtenir un avantage stratégique durable. Selon cette logique, l'acquisition de technologies de surveillance, de capacités aériennes, de systèmes de communication avancés et d'armes de précision constituerait le cœur de toute stratégie crédible. Pour ses partisans, les dépenses sociales demeurent secondaires. Dans un pays où chaque ressource compte, la priorité devrait aller à ce qui modifie immédiatement le rapport de force sur le terrain. La seconde thèse, d'inspiration plus opérationnelle, renverse ce raisonnement. Ces défenseurs, souvent issus des unités avancées ou des structures proches des familles de militaires, rappellent que la fragmentation morale précédait la faiblesse matérielle et que les défections,
la lassitude et l'absence de reconnaissance constituaient les fissures les plus dangereuses dans l'architecture de défense. Pour eux, aucune modernisation technique ne peut produire d'effet durable si les troupes ne se sentent ni soutenues ni considérées. Ils soulignent que la cohésion naît d'abord de la stabilité des foyers, de la prise en charge des blessés et de la certitude que les sacrifices ne se dissolvent plus dans l'oubli. Le Stillman exige de traiter ces deux visions avec le même sérieux. La modernisation matérielle n'est ni inutile ni incompatible avec une approche humaine. Elle répond à des besoins réels dans un environnement où les groupes armés utilisent leurs propres innovations tactiques et technologiques. Elle peut augmenter la portée opérationnelle, améliorer la précision des interventions, réduire l'exposition des soldats et renforcer la capacité de réaction. Ignorer cette dimension reviendrait à sous-estimer la complexité du théâtre sahélien. Cependant, les éléments disponibles montrent une hiérarchie dans les priorités. Les réformes sociales, aides régulières, scolarisation des orphelins, réinsertion des anciens combattants, centres de rééducation ont produit des effets tangibles mesurés sur plusieurs catégories: baisse des désertions, engagements accrus, résilience renforcée dans les unités isolées. Elles créent un socle moral sans lequel les améliorations techniques resteraient superficielles ou inabouties. Dans cette perspective, la modernisation militaire n'est pas rejetée, elle est recontextualisée comme une seconde étape, nécessaire mais incapable d'opérer seule. Une armée qui croit en son état absorbe mieux chaque innovation, chaque outil nouveau, chaque réforme tactique. Ainsi, le Stillman révèle une synthèse plutôt qu'une opposition. L'équipement peut accélérer l'avantage tactique, mais c'est la cohésion humaine qui stabilise l'architecture d'ensemble. C'est cette articulation, patiente et progressive, qui détermine la capacité d'un pays à résister aux ondes d'un conflit prolongé. Un geste change l'échelle. À mi-parcours de cette trajectoire, un point souvent négligé apparaît. La transformation ne repose pas seulement sur les réformes visibles, mais sur ces instants discrets où Ibrahim Traoré choisit d'abandonner la verticalité du pouvoir pour s'asseoir, littéralement, au niveau des soldats blessés. Loin de la capitale, dans un camp reculé, où les bruits des attaques résonnent encore, la scène se déroule sans caméra, sans discours, sans mise en scène. Hossein, il écoute, il observe. Il partage quelques minutes de silence avec ceux qui réapprennent à marcher, à respirer autrement, à retrouver une place dans une guerre qui les a brisés. Ce moment, simple en apparence, agit comme un révélateur. Il modifie la perception du commandement. L'autorité ne se tient plus au-dessus, mais à côté, dans une proximité qui redonne de la cohésion à l'échelle individuelle. Les soldats voient que le lien ne passe plus par des ordres transmis à distance, mais par une présence répétée qui reconnaît leur perte et leur endurance. Peu à peu, cette posture diffuse une logique différente. La cohésion se reconstruit non par injonction, mais par accompagnement. Elle circule entre les unités, les centres de rééducation, puis les villages, créant une continuité humaine que les structures institutionnelles avaient perdue. L'impact des choix engagés sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré se lit désormais dans 4 cercles distincts, chacun absorbant à sa manière les effets d'une stratégie qui place la proximité humaine au centre du dispositif. Ces conséquences, visibles mais encore en construction, révèlent comment une transformation initiée depuis les postes avancés du Sahel peut modifier la dynamique d'un pays fragmenté. À ce stade, premier cercle, l'État, NN, se présente comme une transition naturelle du récit. Les institutions, longtemps affaiblies par l'usure du conflit, retrouvent une forme de continuité. La création de dispositifs destinés aux familles de soldats impose un nouvel ancrage où la parole publique n'est plus dissociée de son exécution. Dans ce cadre, la présence répétée d'Ibrahim Traoré
sur le terrain fonctionne comme un marqueur symbolique. Elle réduit la distance entre le centre et la périphérie, stabilisant un appareil d'État soumis à une pression constante. À ce stade, deuxième cercle, l'armée N se présente comme une transition naturelle du récit. Les unités isolées, autrefois minées par la lassitude, montrent une cohésion accrue. La baisse des désertions, l'engagement renforcé des jeunes et la confiance rétablie entre soldats et hiérarchie traduisent une recomposition morale profonde. Cette dynamique s'appuie autant sur les dispositifs sociaux que sur la reconnaissance incarnée par les visites sur le terrain, où Ibrahim Traoré réaffirme que chaque soldat reste au cœur de la défense nationale. Le résultat n'est pas un triomphe, mais une résilience consolidée. À ce stade, troisième cercle, les civils ND se présentent comme une transition naturelle du récit. Pour les familles endeuillées ou fragilisées par le conflit, la stabilisation des aides mensuelles procure un souffle indispensable. Les orphelins scolarisés incarnent une projection vers l'avenir dans un contexte où la jeunesse se trouvait souvent réduite à la survie immédiate. Les communautés locales observent une transformation dans la manière dont l'armée est perçue, non plus comme une entité distante, mais comme un corps soutenu et réintégré dans un récit national commun. Cette recomposition symbolique réduit le fossé historique entre civils et militaires. À ce stade, quatrième cercle, la région, KV, se présente comme une transition naturelle du récit. Au-delà des frontières, plusieurs pays du Sahel observent ce modèle émergent avec une attention croissante. L'idée qu'une armée puisse renforcer sa cohésion à travers des dispositifs humains plutôt qu'exclusivement matériels crée un point d'interrogation stratégique dans une zone dominée par des approches souvent centrées sur l'armement. Sans promettre un changement régional immédiat, la trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré ouvre la possibilité d'alternatives dans la manière de penser la sécurité. Ce signal, discret mais persistant, nourrit un débat plus large sur la nature de la force en contexte asymétrique. Pris ensemble, ces quatre niveaux d'impact montrent qu'une transformation engagée depuis les marges, camp reculé, centre de rééducation, famille invisible, peut s'étendre graduellement vers l'État, vers la société et vers la région. Chaque cercle renforce le suivant, créant une architecture de stabilisation qui ne dépend pas d'un seul geste, mais d'une série de choix cohérents, répétés, alignés sur une même logique de proximité et de responsabilité partagée. Pour anticiper les prochains mois, trois trajectoires cohérentes se dégagent, chacune éclairant une manière différente d'interpréter les dynamiques déjà enclenchées. Elles ne forment pas des prédictions, mais des cadres d'analyse permettant de situer les évolutions possibles dans un environnement où les pressions militaires, sociales et institutionnelles s'entrecroisent en permanence. À ce stade, scénario de base se présente comme une transition naturelle du récit. Dans cette hypothèse, les dispositifs actuels poursuivent leur consolidation sans accélération majeure. Les mécanismes de soutien aux familles continuent de fonctionner avec une régularité suffisante pour maintenir la cohésion sociale minimale. La réinsertion des anciens combattants progresse à un rythme stable, générant une stabilisation économique diffuse mais réelle dans plusieurs régions. L'armée maintient une pression constante sur les groupes armés, ce qui se traduit par une diminution progressive, mais non uniforme, des attaques. Les institutions, encore sous tension, gagnent en continuité grâce à l'articulation entre interventions militaires et mesures sociales. À ce stade, ce scénario ne promet pas une transformation spectaculaire, mais un verrouillage patient des acquis actuels. Se présente comme une transition naturelle du récit. À ce stade, scénario optimiste. Se présente comme une transition naturelle du récit.
Ici, l'élan créé par les mesures sociales se renforce et se diffuse plus largement dans le tissu civil. La confiance retrouvée des familles de soldats accélère l'engagement des jeunes, réduisant certaines zones de vulnérabilité. Les centres de rééducation gagnent en capacité et en vitesse de prise en charge, renforçant le moral des troupes isolées. Les programmes de réinsertion créent un maillage économique plus dense, entraînant des effets multiplicateurs dans l'artisanat, l'agriculture et les petites entreprises locales. Au niveau institutionnel, la cohérence administrative augmente et certains services publics réapparaissent dans les zones sécurisées. Dans cette perspective, le pays pourrait devenir un pôle de stabilité relative dans une région où les équilibres restent fragiles. À ce stade, scénario pessimiste se présente comme une transition naturelle du récit, une recrudescence des attaques terroristes conjuguée à des tensions logistiques ou politiques pourrait fragiliser les progrès récents. Les dispositifs sociaux mis sous pression peineraient à maintenir leur régularité, créant des zones de doute parmi les familles et les unités avancées. L'armée serait contrainte de disperser ses ressources, affaiblissant sa capacité à tenir certains axes stratégiques. Les communautés locales, confrontées à un retour de l'instabilité, pourraient perdre confiance dans la trajectoire engagée. La dynamique de reconstruction ne s'effondrerait pas, mais elle perdrait son rythme, ouvrant la voie à une instabilité accrue. Face à ces trois voies, une recommandation de méthode s'impose. Observer non seulement les résultats visibles, mais aussi la continuité des gestes institutionnels. Car dans un contexte de crise prolongée, la stabilité dépend moins d'un bond spectaculaire que de la capacité à répéter sans relâche les choix qui renforcent les liens entre État, soldats et société. Les transformations engagées ne touchent pas uniquement les institutions ou les structures militaires. Elles atteignent aussi trois groupes de citoyens qui, chacun à leur manière, expérimentent les effets concrets d'un pays en reconstruction progressive. Comprendre ces résonances humaines permet de saisir comment une dynamique collective se forme non par slogan, mais par perception quotidienne. À ce stade, premier groupe, les familles vivant dans les zones exposées se présentent comme une transition naturelle du récit. Pour elles, le premier signe tangible est la stabilisation relative du quotidien. La régularité des aides financières, la prise en charge des blessés et la scolarisation des orphelins créent un espace respirable dans un environnement où la survie dominait jusque-là chaque décision. Cette continuité ne dissipe pas toutes les peurs, mais elle permet de réintroduire des projets modestes, reconstruire une maison, maintenir un commerce, envoyer un enfant à l'école. À ce stade, deuxième groupe, les jeunes aux trajectoires hésitantes se présentent comme une transition naturelle du récit. Dans un pays où la guerre a limité les perspectives, la visibilité des anciens combattants réinsérés joue un rôle décisif. Voir quelqu'un rouvrir un atelier, lancer une petite exploitation agricole ou réapprendre un métier devient un repère psychologique pour ceux qui cherchent un sens à leur avenir. Cette possibilité concrète agit comme une alternative à l'exode ou à l'attentisme, offrant une voie crédible de reconstruction personnelle. À ce stade, troisième groupe, les travailleurs urbains plus éloignés du front se présentent comme une transition naturelle du récit. Pour eux, le changement se manifeste surtout dans la perception des institutions et de l'armée. Là où régnait autrefois une distance prudente, parfois teintée de méfiance, apparaît désormais une forme de reconnaissance, celle d'un corps militaire soutenu et réintégré dans un récit national moins fragmenté. Les discussions dans les marchés, les écoles et les quartiers populaires s'imprègnent progressivement de cette idée que l'État tente de reprendre un rôle concret, visible, mesurable. En réunissant ces trois niveaux, on voit émerger un fil commun,
La reconstruction ne dépend pas seulement des décisions politiques, mais de la manière dont chaque groupe social retrouve une place active dans un pays qui tente de se redéployer malgré la crise. Pour transformer une dynamique encore fragile en trajectoire durable, une feuille de route structurée s'impose. Elle ne repose ni sur des promesses générales, ni sur des objectifs vagues, mais sur une articulation claire entre responsabilité, temporalité et indicateurs mesurables. Dans cette approche, la présence régulière d'Ibrahim Traoré sert de fil directeur, non comme une figure centrale, mais comme catalyseur d'une méthode où proximité et vérifiabilité avancent ensemble. Première étape, stabiliser les dispositifs existants. Les aides aux familles, le suivi des blessés et les programmes de réinsertion doivent conserver une régularité sans faille pendant les 6 prochains mois. Qui? Les ministères concernés et les cellules locales. Quand? Mensuellement. Comment mesurer? Par la continuité des versements, le taux de prise en charge et la satisfaction rapportée par les bénéficiaires. À ce stade, deuxième étape, renforcer les centres de rééducation. Se présente comme une transition naturelle du récit. Il représente le socle de la cohésion militaire. Qui? Les équipes médicales, les psychologues, les unités administratives. Quand? Mise à niveau progressif sur 9 mois. Indicateurs, capacité d'accueil, délai de réadaptation, suivi des blessés. À ce stade, troisième étape, élargir la réinsertion économique. Se présente comme une transition naturelle du récit. Les 1500 initiatives déjà lancées montrent le potentiel d'un maillage économique local renforcé. Qui? Programme de microcrédit, ONG locale, anciens combattants. Quand? Extension trimestrielle. Indicateur. Nombre d'entreprises viables à 6 mois. À ce stade, quatrième étape, coordonner sécurisation et services publics, se présente comme une transition naturelle du récit. La protection des villages doit coïncider avec le retour des écoles, des marchés et des routes, qui, force de sécurité, plus administration territoriale, quand, par phase régionale, indicateur, réouverture durable des services essentiels. Cinquième étape, institutionnaliser la proximité. Les visites d'Ibrahim Traoré dans les unités avancées doivent devenir un mécanisme permanent de retour d'informations. Indicateur, fréquence des visites, réponse administrative, ajustement rapide. Ainsi, la feuille de route ne vise pas une accélération brusque, mais une continuité maîtrisée, visible et vérifiable. Dans les replis les plus silencieux de cette trajectoire, une image persiste, celle de ces bancs de fortune, aperçus dans un camp reculé où des soldats racontaient, presque à voix basse, fatigue, perte et espoir ténu. C'est sur ces mêmes bancs que l'écoute avait remplacé la distance, que la parole hésitante d'un soldat blessé avait retrouvé un écho humain, et que la cohésion, longtemps fissurée, avait recommencé à se tisser. En rappelant ce moment, on comprend que la transformation engagée ne repose ni sur des slogans ni sur des gestes froidement spectaculaires, mais sur une présence obstinée qui assume la fragilité du terrain. Dans cette continuité, la figure d'Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un symbole abstrait, mais comme un fil reliant ces scènes minuscules, un échange, une écoute, un déplacement sans protocole, à une dynamique plus vaste qui traverse désormais l'armée, les familles et les communautés éloignées. La force de cette approche tient dans sa simplicité. Reconnaître ce qui pèse, partager ce qui blesse, maintenir ce qui reconstruit. Et au cœur de cette logique, une certitude demeure. Les transformations durables naissent souvent dans les détails que l'on croyait insignifiants, là où un geste humble vaut plus qu'un discours long. Dans un pays encore traversé par l'incertitude,
La trajectoire esquissée ne peut se maintenir que si chacun accepte d'en devenir un maillon actif. Les dispositifs de soutien, les gestes observés sur le terrain, les réinsertions qui redonnent une place à ceux que la guerre avait écartés. Tout cela ne prend sens que lorsqu'une société entière décide de prolonger l'élan au-delà des institutions. La solidarité ne réside pas seulement dans les structures officielles, elle se nourrit aussi de conversations partagées, d'initiatives locales, d'attention discrète envers les familles touchées ou les communautés fragilisées. À mesure que les récits circulent dans les marchés, les écoles, les quartiers populaires ou les villages isolés, ils contribuent à reconstruire un terrain commun, là où le conflit avait creusé des distances. S'impliquer ne demande pas de grands moyens. Parfois, il suffit d'écouter, de relayer une idée, de soutenir une action associative, d'encourager un parcours de réinsertion ou simplement de rester attentif à ce qui se transforme autour de soi. Si ce récit vous invite à réfléchir à la manière dont une société peut se relever en s'appuyant sur ses forces humaines, alors votre voix peut enrichir cette dynamique collective. Comment, selon vous, chacun peut-il contribuer à cette reconstruction patiente?